Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Maison de l'Europe de Tours. Je m'appelle Clémence et voici Louise. Bonjour. On aimerait vous proposer des vidéos accessibles pour mieux comprendre l'actualité et les enjeux européens. Pour cette première vidéo, on vous parlera des élections allemandes toutes récentes, de leur importance sur l'Union européenne et plus généralement de l'influence du couple franco-allemand sur l'Europe. En effet, les Allemands ont été appelés à élire le dimanche 26 septembre 2021 leurs députés qui siègent au Bundestag. Le SPD, le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, est arrivé en tête avec une petite marge d'avance, soit 25,7% des voix. Du coup, Olaf Scholz est-il automatiquement élu chancelier allemand? Eh bien, pas forcément, car pour être chancelier, le candidat doit obtenir une majorité au Bundestag, soit plus de 50% des voix. Avec si peu de voix, le SPD doit donc former une coalition pour espérer voir son candidat élu chancelier. Le 15 octobre 2021, après les élections fédérales d'Allemagne, le SPD, le FDP et les Grünen ont rédigé une convention tripartite pour mettre sur papier les grandes lignes politiques qu'ils veulent mener au sein d'une coalition qui est encore inédite au niveau fédéral, l'Ampelkoalition, en français, la coalition du feu tricolore. Dit Ampelkoalition n'est pas une coalition naturelle. Elle sous-entend de nombreux compromis entre les partis sur des thèmes comme la limitation de la vitesse, le salaire minimum, les impôts ou l'écologie. Oui, d'accord, mais peux-tu m'expliquer le lien entre ces élections et l'Union européenne? Il est vrai que l'Europe a été peu présente dans la campagne. Le gros du débat était surtout de savoir qui allait remplacer Angela Merkel, qui est chancelière depuis 16 ans. Pourtant, les élections allemandes ont forcément des enjeux importants pour l'Europe. Notamment, la convention tripartite du 15 octobre fait allusion à une volonté de renforcer l'Europe et de mettre en place une souveraineté stratégique. Pourtant, l'Allemagne n'a-t-elle pas montré des réticences dans des matières telles que la fiscalité ou encore la défense internationale? Sur le plan fiscal, l'Allemagne avait déjà lâché un peu de lest en période de crise sanitaire avec sa participation au plan de relance. L'étape prochaine envisageable serait une mutualisation des dettes, à la grande joie de la France. Cependant, l'Allemagne reste assez réfractaire sur le plan de la défense et de la sécurité européenne et internationale. En effet, depuis 1994, les opérations extérieures allemandes ne sont pas contraires à la Grundgesetz. C'est la loi fondamentale, c'est un peu l'équivalent de la Constitution. Mais elle nécessite donc l'approbation du Bundestag. Notons que l'opinion publique allemande est particulièrement hostile à ces sujets, et justement, c'est cette opinion que va représenter le Bundestag. Enfin, il y a de nombreuses convergences d'opinion entre le candidat Olaf Scholz et le président de la République française Emmanuel Macron, qui sera d'ailleurs bientôt à la présidence européenne. Cependant, ils partagent tout de même des points de vue libéraux cruciaux. La question brûlante reste celle de la politique de défense. La coalition aura-t-elle une incidence? Cette interrogation reste au cœur des discussions. L'Allemagne est attendue sur ce sujet par la France, qui pense qu'elle doit assumer plus grandement ses engagements européens. Cette attente de la France est justifiée par leur passé commun au sein de l'Europe, puisqu'en effet la coopération a tout de même été le moteur de la construction européenne, n'est-ce pas? Oui, en effet, le premier pas de la relation franco-allemande est la déclaration Schuman du 9 mai 1950 sous le premier mandat du chancelier Adenauer. C'est sous la Ve République principalement que l'on va voir la naissance du couple franco-allemand en tant que tel qui va désigner la relation qu'entretiennent le chancelier allemand et le président de la République française. Mais du coup, quel était le premier couple? Alors, le premier couple franco-allemand est celui du président Charles de Gaulle et du chancelier Konrad Adenauer de 1958 à 1963. Et ils vont jouer un rôle dans la pacification des relations entre l'Allemagne et la France et ils vont aussi permettre un rapprochement assez rapide entre les deux nations. Ils seront à l'origine du traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963. Le chancelier Brandt se tournera beaucoup plus vers la réunification allemande. De facto, le couple sera mis de côté. En résultera tout de même la création de la compagnie aérienne franco-allemande Airbus au début des années 70. Un des couples les plus marquants est celui de Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt de 1974 à 1981. C'est avec eux que la presse française parlera officiellement de couple franco-allemand, tandis qu'en Allemagne on parlera de moteur franco-allemand avant que la notion possède finalement et officiellement un caractère diplomatique. L'officialisation de cette notion laisse sous-entendre que des actions communes notables ont été menées.
Oui, puisque leur but est un approfondissement de la construction européenne avec l'intégration notamment de nouveaux États membres ou encore l'instauration en 1979 de la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct, dont le premier président était une femme, une première présidente, Simone Veil. Même à la fin de leur mandat respectif, ils continueront d'agir pour l'Europe en étant notamment pro-monnaie unique. Le couple suivant a été formé de François Mitterrand et Helmut Kohl de 1982 à 1995. L'image la plus connue de ce couple est celle des deux hommes main dans la main à l'estuaire de Douaumont lors de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Sous leurs mandats respectifs, l'Union européenne a connu de nombreuses évolutions, dont l'acte unique européen et le traité de Maastricht. Ils sont également à l'origine d'Eurocorp ou encore de la chaîne franco-allemande Arte. Mais du coup, quand est-ce qu'a eu lieu le point de rupture dans cette relation qui était quand même forte? Oui, c'est par la suite en fait que les liens entre les présidents français et les chanceliers allemands se sont distendus. Par exemple, le chancelier Schröder et le président Chirac n'avaient pas du tout des rapports étroits. Pour la première fois dans le couple franco-allemand, des divergences politiques entre le président français Hollande et la chancelière Merkel sont venues s'interposer dans la construction européenne. Toutefois, la solidité des liens est remontée à la surface au moment des attentats. Et du coup, qu'en est-il actuellement, puisqu'on a quand même un président français qui est pro-européen? Le couple Macron-Merkel a reconnu la nécessité de réaffirmer le couple franco-allemand, mais soyons honnêtes, les actions restent très éparses. Symboliquement, le président Macron s'est déplacé le lendemain de son investiture à Berlin, comme le veut la tradition selon laquelle le chancelier ou le président nouvellement élu s'accordent respectivement leur première visite officielle. Ils ont également signé le 22 janvier 2019 le traité d'Aix-la-Chapelle qui porte notamment sur les domaines de politique internationale, de sécurité et encore de défense, même si l'implication de l'Allemagne reste mineure sur ces problématiques. Le couple a essayé le plus possible de se montrer uni face à la crise sanitaire. Le soutien de Merkel au président Macron le 18 mai 2020 pour l'initiative franco-allemande du plan de relance est un exemple significatif. Finalement, on peut voir toute l'importance des élections allemandes sur l'Union. Pour le symboliser, rien de tel que la rencontre de Macron avec les deux candidats à la chancellerie qui montrent sa volonté de créer des liens avec le futur chancelier quel qu'il soit, tandis que la France prendra, ne l'oublions pas, la présidence du Conseil. Et bien voilà, nous vous remercions de votre intérêt pour notre vidéo. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Et si notre vidéo vous a plu, eh bien likez et partagez. À bientôt! À bientôt!